Chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver à nouveau cette semaine pour un nouvel édito. Et pour l'occasion, nous avons décidé d'aller bien au-delà de nos contrées habituelles et de vous faire voyager, non seulement à travers le monde des cinéastes, mais même carrément au-delà de notre bonne vieille Terre, le tout à bord d'un vaisseau spatial gigantesque, ouais, rien que ça. Alors évidemment, je vous vois venir, je te vois venir Bastien, mais non, je vous promets, j'ai pas choisi ce film parce que son personnage principal est incarné par l'acteur qui endosse à merveille le rôle du héros dont on ne doit plus prononcer le nom à ce micro sous peine d'une syncope de mon acolyte qui après 33 épisodes s'étrangle qu'on soit en boucle sur la chauve-souris et qu'on ne parle jamais de l'homme araignée. Non mais vraiment, je vous assure, c'est pas du tout pour ça que j'ai choisi de parler de ce film. Non mais vraiment, je vous jure, là c'est du pur hasard. Moi je voulais juste parler d'un nouveau réalisateur, comme on aime le faire dans ce podcast, pour vous faire découvrir un nouveau cinéma, pour dépasser nos habitudes quoi. Puis attendez, c'est quand même pas n'importe qui en plus. On parle du gars qui a réalisé Parasite, film largement salué par la critique mondiale et que j'ai vu bien évidemment. Enfin non, en vrai, je voulais le voir. Mais non, mais c'est pas vraiment ma faute. La dernière fois, à la Fnac, j'ai voulu acheter le Blu-ray, il était plus en stock. Vraiment, le format physique, on n'en peut plus. Non, c'est pas vrai. Mais bref, revenons à notre film, pardon. Non, mais vraiment, mes intentions sont vachement louables. Et puis, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de SF en vrai. Non, mais t'aimes bien la SF, Bastien, fais pas genre. Avec un petit film, là, dans l'espace, des aliens un peu chelous, un politique aux tendances dictatoriales et un mec qui se réimprime en boucle, c'est cool. Non, c'est pas cool ? Bon, je vois que vous me croyez pas, mais pourtant vous devriez. C'est quand même pas ma faute si Bong Joon-ho a choisi un des meilleurs acteurs de sa génération pour camper son Mickey Barnes, aka Mickey 17 ou 18, ça dépend d'ailleurs. Non mais attendez, le gars, il a quand même un background, vous pouvez pas lui enlever ça. Et je dis pas ça seulement pour son incarnation parfaitement aboutie du plus célèbre des super-héros de l'histoire, non. Non mais on parle quand même d'un type qui a réussi l'exploit de passer d'un vampire d'une saga pour ados à des premiers rôles chez Cronenberg, chez Eggers et même chez Nolan. Vous vous rendez compte qui peut se targuer d'avoir fait mieux, franchement. Puis attendez, c'est pas le seul point fort du casting. Faut que je vous parle de celui que je rêve de voir revêtir un vieil imperméable beige, le tout sous la caméra de Steven Spielberg, pour ce qui serait l'adaptation ultime de Columbo. Ouais, je sais, j'ai des rêves chelous, mais me jugez pas. Bref, Mark Ruffalo, dans ce film, il est absolument génial et délicieux de cabotinage. Tu vas pas me dire le contraire, Bastien. Puis il y a aussi Toni Collette, qui est incroyable en femme de dictateur en herbe, totalement cinglée avec son obsession absurde et vraiment bizarre pour les sauces. Et puis, j'ai pas parlé de la réalisation, des lumières, de la photo, des décors, même de la musique. Non mais vraiment, je vous promets, le film vaut le coup. C'est pas juste parce qu'il y avait Pattinson. Bon écoutez, vous savez quoi, j'abandonne. Je sens que vous allez jamais me croire de toute façon. Alors je vais m'arrêter là parce que si je prononce encore une fois le nom de l'acteur principal, je pense que Bastien va exploser. Alors avant d'en arriver là, on va se détendre 30 secondes, le temps du générique, et on va en profiter pour contempler avec admiration la carrière de Batman. Oh là 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 là. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien, quel plaisir de te retrouver. Tellement plus envie de continuer. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Alors je tiens à faire un petit un petit mea culpa. Non, pas un mea culpa, mais juste préciser 2-3 trucs. Je ne hais pas Robert Pattinson. Mais je sais. Non, mais parce que tu me fais passer pour ce que je suis pas. Et voilà. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Et je note, évidemment, alors oui, Mark Ruffalo, très bon, on y reviendra. Mais bien sûr. Mais juste parce que je contextualise un petit peu. Il est actuellement 17h12. On avait prévu d'enregistrer 3 épisodes. C'est le 2e. Et on a passé, donc, tu me dis si je me trompe, hein, mais 5 heures dehors, parce qu'une certaine personne avait des cadeaux de Noël à acheter. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, mais moi non plus, voilà, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que, au fil de nos pérégrinations, nous avons pu voir différents livres et autres œuvres, notamment Invincible qui t'intéresse. Tout à fait. Et qui
est adapté en série animée. Absolument. Voilà. Et je t'ai également dit que je regardais à nouveau The Walking Dead en ce moment. Tout à fait. Oui. C'est Eh vrai. bien, pourquoi je te dis tout ça ? Tu te demandes, et vous vous demandez tous pourquoi, mais je vais vous le dire. Parce Ouais, que... je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Parce que, monsieur... non, je vais vous le dire. Parce que voilà, dans Mickey 17, tu as oublié de noter la présence au casting de Steven Yeun, qui incarne le faux ami de Mickey. Tout à fait. Timo. Et qui joue donc dans The Walking Dead et qui double le personnage d'Invincible dans l'adaptation d'Amazon Prime. Voilà, c'était juste pour boucler la boucle de notre c'est journée, un peu en mode private joke, et puis parce qu'à un moment donné, voilà. Bon. Non, Et mais bonjour à tous quand même. Non, mais j'apprécie. Évidemment que j'allais en parler dans mon point casting, tu connais. Je suis très, très... Oui, t'es tellement bien dans les points Ouais, casting bien en sûr, plus. c'est vraiment mon point fort. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Mickey 17. C'est un film qui est sorti cette année. Décidément, on a fait pas mal de films récents dans cette deuxième saison. Il est sorti le 5 mars dernier en France et dans le monde. C'est un film qui dure 137 minutes, 2h17 donc, qui a été réalisé avec un budget de 118 millions d'euros pour un box-office décevant aux alentours de 134 millions d'euros. Donc il est à peine rentable et il est réalisé, vous l'avez compris, par Bong Joon-ho. À savoir que c'est une adaptation d'un roman de Edward Ashton qu'il a très librement adapté. A priori, il y a pas mal de libertés qui ont été prises entre l'écriture du roman et le film. Oui, apparemment, je sais que j'en ai parlé avec un ami, et apparemment, notamment la fin change beaucoup. Ouais, exactement. Alors justement, on va un petit peu parler de ça. Donc c'est adapté, je l'ai dit, d'un roman. Et donc Bong Joon-ho, il a réécrit vraiment tout le script et il a assumé clairement qu'il s'était éloigné, notamment sur la fin, de ce qui était proposé au départ. Et ce qui lui a donné envie de faire ce film, en tout cas parmi les choses qui l'intéressaient, c'était vraiment d'avoir un casting très international. C'est pour ça qu'il est allé chercher des acteurs notamment américains. On l'a dit, hein, depuis Parasite, il a quand même la carte un petit peu maintenant, notamment dans le cinéma hollywoodien. Donc il a pu aller convaincre pas mal de gens, dont Mark Ruffalo et Pattinson. Alors, à savoir qu'il avait déjà un peu la carte, puisqu'il Bien avait fait le sûr. transpersonnage Snowpiercer. Tout à fait. Mais disons que Parasite, ça a été la marche absolue pour Ah oui, lui. oui, bien parce sûr. qu'il a eu, En termes de reconnaissance de la famille cinéma, effectivement. Exactement. Et sur le tournage, Robert Pattinson a pas mal partagé de choses en interview après, notamment de la promo du film. Et il a dit que le tournage, c'était assez particulier parce qu'il y avait beaucoup de scènes et de trucs un peu glauques, notamment à son personnage qui meurt énormément de fois dans le film, c'est le concept. Et qu'à la fois, il y avait beaucoup de légèreté sur le plateau et que le réal a fait en sorte qu'il y ait une ambiance de jeu entre eux. Il voulait que les comédiens s'amusent et qu'ils ne perdent jamais de vue que même si le film, et on pourrait le considérer que c'est une comédie dramatique, il y a quand même un aspect drame, mais il y a quand même des moments assez drôles dans le film. On aura l'occasion d'y revenir. Il faut savoir que le film a été repoussé à plusieurs reprises, notamment à cause des différentes grèves de scénaristes, mais aussi à cause de la post-production qui a été plus longue que prévu. Et on peut le comprendre parce qu'il y a quand même énormément d'effets spéciaux dont on aura sans doute l'occasion aussi de parler. Et finalement, le film est arrivé, je l'ai dit, en mars 2025. Et justement, pour parler des effets spéciaux, ils ont travaillé avec beaucoup de décors réels quand même, beaucoup de maquettes. Et on le voit sur certains plans, on devine un peu les maquettes, notamment des vaisseaux et pas mal de VFX évidemment. Mais il y avait une volonté de la part du réal d'avoir des choses un petit peu ancrées dans le réel. Et on en a déjà parlé, je ne sais plus pour quel film on a dit ça, mais il y a un peu une tendance quand même de fond depuis quelques années à revenir, à sortir du full fond vert de 2 heures pour revenir un peu avec des effets pratiques et du décor réel. Et je trouve que ce film-là illustre assez bien ce truc-là. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je pense que toi aussi. Oh bah oui. Ça fait quand même du bien de sortir un peu de cette ère Marvel full fond vert, quoi. Bah, c'est vrai que Marvel a amené un peu cette pratique-là, on va dire, bon, c'est pas eux qui ont inventé le truc, hein, mais effectivement, là, ça fait du bien de revenir un peu aux bases, à des effets visuels pratiques, tu l'as dit, physiques. Et du coup, moi, je trouve que ça implique beaucoup plus le spectateur quand c'est bien fait, évidemment. On n'est pas sur des décors Disney, évidemment, etc. Mais voilà, oui, le mélange des deux, en fait, aujourd'hui, je trouve, est plus qu'appréciable. Voilà. On est d'accord. Et enfin, dernier petit point, alors c'est pas une anecdote, mais c'est intéressant parce que le réalisateur lui aussi, il a beaucoup parlé de son film dans les médias
Et on lui a posé beaucoup de questions, vous vous en doutez, sur le Marshall interprété par Mark Ruffalo et quelles étaient ses inspirations. Alors il n'a pas donné de nom, Oui, mais on devine assez il n'y a aisément. pas besoin de l'entendre pour le savoir. Il a dit qu'il s'était inspiré de certaines figures dictatoriales démagogues contemporaines, pour reprendre ces termes. Bon, Donald, si tu nous entends, malheureusement, je crois que c'est toi que ça concerne. Et Ouais. clairement, et moi c'est un pan qui m'a plu dans le film, on y reviendra tout à l'heure, moi j'ai aimé ce côté très satirique du film qui m'a semblé intéressant. En fait, c'est quelque chose que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que c'est pas un film de surface, me semble-t-il. Il y a quand même un message derrière, il y a un travail là-dessus. Et venant d'un artiste qui n'est pas américain, je trouve ça d'autant plus intéressant d'avoir un regard, entre guillemets, un petit peu extérieur à la situation. On va commencer par notre question traditionnelle. Quelles étaient tes attentes ? En avais-tu ? Je ne suis pas sûr. Et quel a été ton ressenti devant ce film ? À savoir que le film me tentait à l'époque quand il est sorti au cinéma. Là, donc, je ne l'avais pas encore vu, c'était l'occasion. Surtout qu'une certaine personne me tanne avec ce film depuis sa sortie et son propre visionnage, à tel point qu'il m'avait dit tout de suite « Ce serait bien qu'on le fasse en podcast !» avec cette voix-là. Donc du coup, voilà, pour une fois, c'est moi qui repoussais, qui repoussait, parce que, je sais pas, il me tentait, mais sans plus. Du coup, mes attentes, j'en avais franchement aucune. J'attendais rien de ce film, j'étais juste curieux, parce que la bande-annonce m'avait donné plutôt envie. J'attendais rien de spécial. Alors, encore une fois, Pattinson, je ne te hais point. Mais j'aime même plutôt l'acteur. Je trouve qu'il a une bonhomie en général qui fait plaisir. Et puis, c'est vrai que pour le coup, il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de sortir de ce qu'il sait faire et de ce qu'il a fait connaître, surtout. Et je pense qu'il a très vite arrêté d'être considéré comme le vampire de Twilight ou le Cédric de Harry Potter. Mais ce qui n'était pas gagné, il y a un paquet d'acteurs qui sont restés enfermés dans ce rôle-là, et c'est vraiment sa force. Il en est sorti très très vite, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas resté enfermé dedans du tout, quoi. Donc voilà. Du coup, pas d'attente. Quel est mon ressenti après ce visionnage ? Je suis mitigé. Le côté satirique effectivement fonctionne très bien. Mark Ruffalo est excellent en caricature à peine cachée de Donald Trump. Le casting plus globalement est très très bon. Le réal est excellent également, mais moi c'est le côté narratif qui m'a gêné. Je trouve que ça fonctionne moins. Il y a beaucoup de choses dont on nous parle pendant le film, des pistes qu'on nous donne, alors à différentes échelles, hein, mais c'est pas mené au bout. Il y a des trucs, des fois, en fait, où t'as jamais la réponse, t'as jamais de conclusion aux pseudo-sous-intrigues. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a été un peu en mode fourre-tout. Il s'est dit, ah là, je vais parler de ça, puis je vais parler de ça, puis je vais emmener ça. Alors, le sujet du film fait qu'effectivement, il y a plein de questions, il y a plein de pistes à explorer, mais lui, justement, s'est concentré quand même sur... Voilà, c'est pas plus mal, hein, il s'est concentré sur la principale, mais... et sur l'histoire de son personnage, le destin atypique de ce personnage. Mais je pense notamment au deuxième personnage féminin qui à un moment donné prend une importance, puis au final, bah non, on s'en fout complètement. Et puis alors vraiment le pire, moi c'est un truc à la fin sur lequel je vais essayer de pas oublier de revenir, mais je vais pas le dire maintenant parce qu'après on va parler un peu plus du film en global, mais il y a un truc à la fin moi qui m'a complètement dérangé. Et où j'ai fait non mais attends, c'est pas sérieux, mais ça servait à quoi de dire ça, quoi. Donc on verra. Et donc voilà, et puis pour la fin du coup je trouve que la conclusion est très rapide et elle a un peu amené en mode bon bah tiens c'est bon, le film est terminé, au revoir. Ah bon, d'accord, ok, bon bah c'est pas plus, ok, d'accord, si tu veux. Donc voilà, donc après j'ai bien aimé ce que le film nous raconte. Encore une fois, je trouve que c'est un sujet un peu qui fait pas qui fait rêver, mais qui peut passionner, surtout au vu de tout ce qu'on peut entendre maintenant sur les moyens de prolonger la vie au-delà de la mort. Alors, beaucoup de films en ont déjà parlé avec différents moyens, différentes histoires, mais maintenant, quand on te parle dans certains reportages de cryogénisation ou de ce genre de choses, bah, du coup, tu te dis « Ah ouais, le futur est maintenant, mon vieux ».
Donc, elle passe mieux en VO. The Future is Now Old Man. Voilà. Donc, big up Dewey. Mais du coup, voilà. Donc, toi, quelles étaient tes attentes? Parce que je pense que toi, t'étais beaucoup plus hypé que moi, quand même, au départ. Au-delà de ton amour pour Robert, voilà, je sais. J'ai vu que le premier truc que t'as fait après ton déménagement, c'est remettre le poster dans ta chambre. Voilà. Bon, je le sais. C'est même pas vrai. Mais c'est vrai que le Blu-ray le plus visible, c'est quand même celui-là, quoi. The Batman. On n'en peut plus. Non, on va vraiment le faire un jour, je vous jure, mais évidemment, ça va pas être beau à voir. Non, la vérité, c'est que moi, c'est la bande m'a vraiment intrigué. C'est la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu au cinéma parce que j'allais voir je ne sais plus quoi. Et vraiment, je suis sorti de ça. Je me souvenais plus de la bande que du film que je venais de voir, quoi. Ça, j'avais vraiment ce truc, ça m'a donné envie. J'ai beaucoup aimé l'esthétisme du film et le côté comédie. C'est-à-dire que ça sentait que ça allait être très satirique et un peu nawak, quoi. Et ça me donnait envie. Parce que je trouve que ces dernières années, les films de SF, ce n'est que des films ultra sérieux ou des films qui font peur, tout dépend de ce qu'on en attend. Mais je trouve que c'est rare qu'on voit des choses, entre guillemets, un peu drôles dans de la science-fiction. Et du coup, ça m'a donné envie. Et je connais évidemment la réputation de ce réel, même si, oui, je sais, c'est grave, mais je n'ai pas vu Parasite. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie. Quand j'ai vu, je me suis dit, putain, ça a l'air cool, il a l'air d'avoir une ambiance. Alors évidemment, j'étais content de voir Pattinson, mais j'adore Mark Ruffalo. Moi, c'est un comédien que j'aime énormément. Je trouve que Toni Collette, elle est vraiment géniale et on la voit 30 secondes dans la bande-annonce, même pas, mais ça m'a donné envie. Donc voilà, il y a un truc je me suis dit, ce film m'intrigue, j'ai envie de le voir. Et donc j'y suis allé, je crois, peut-être même le jour de la sortie. Et franchement, j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire que quand je suis sorti du film, je me suis dit, putain, en fait, c'est pas vraiment un film dont j'ai l'habitude. Je trouve que c'est ça sa principale force. Il a plein de défauts et je vais pas les cacher, hein, clairement pas, c'est pas l'idée. On va en lister sans difficulté. Mais je trouve que dans le paysage cinématographique qu'on a depuis une quinzaine d'années, c'est un film qui est un petit peu différent. Et je pense que ça vient du fait que c'est un réal qui n'a pas du tout, par définition, la culture ultra américanisante. Et du coup, je trouve qu'il a une manière et une approche de faire du cinéma qui est un petit peu différente de ce que fait Hollywood. Même si ça reste du grand spectacle, je l'ai dit, c'est 118 millions de budget. Donc voilà, clairement, ils ont les moyens de faire, hein, les mecs. Mais c'est pas le sujet. Je dis pas que c'est artisanal, loin de là. Mais je trouve quand même que le film, il a une approche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et même si c'est extrêmement caricatural par moment, ça marche bien. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment et j'en suis sorti en m'étant marré, en ayant eu des petits moments de putain, là, je vois pas bien comment ils vont s'en sortir. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et par-dessus tout, je trouve que visuellement, le film marche bien. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance. Nous qui aimons les jeux vidéo, il y a vraiment une vibe ça m'a fait penser à pas mal de jeux. Ça m'a fait penser à des jeux un peu comme Mass Effect, etc., dans l'esthétique intérieure des vaisseaux, dans la manière dont ils vivent, le truc des rationnements quand ils mangent, etc. Voilà, je répète, hein, le film n'est pas sans défaut, mais moi j'ai vraiment passé un bon moment. C'est marrant parce que moi du coup j'ai pas du tout ressenti ça au niveau des environnements, etc., du vaisseau. Au contraire, je trouve que ça reste assez générique et ça reste un peu dans le carcan de ce qu'on voit d'habitude. Après tant mieux, hein, j'ai envie de te dire, mais ouais, je sais pas, moi il manque un truc pour me faire accrocher complètement au propos. Justement, moi j'aimais bien le côté satirique un peu second degré du début de film, de la première partie, avec la voix off et toutes ces choses là. Et je trouve qu'après le film se perd complètement et voilà, c'est un peu dommage. Et j'avais pas regardé, mais l'actrice qui joue Nasha, oui. Naomi Ackie. Absolument. Donc a joué dans Star Wars épisode 9. Bon, oui. C'est pas grave, ça arrive. Et c'est elle qui fait. Elle est pas sur une espèce de cheval bizarre. Je crois que c'est ça. C'est elle, hein. Ouais. Donc c'est pas grave, ça arrive. Et surtout, non, je me demandais où est-ce que je l'avais vu et je sais que c'est. Alors, dans Star Wars 9, d'accord, mais c'est pas de là que je la retenais. C'était dans Blink Twice de Zoé Kravitz, où elle joue le personnage de Frida. Blink Twice, qui est très sympathique au demeurant. Et là, je viens de voir en même temps qu'elle va jouer en 2026 dans le film Clayface. J'étais sûr que t'allais le dire. Bah non, mais c'est marrant. T'allais le dire. Incroyable. Mais non, mais c'est trop bien. Et du coup, voilà. Noté. Et Blink Twice de Zoé Kravitz, donc qui joue Catwoman dans The Batman. Donc The Batman est partout autour de cet épisode. C'est terrible. Batman sera toujours avec nous. Je croyais que t'allais dire Batman sera toujours Batman.
Bon, je propose qu'on rentre un petit peu dans le déroulé du film. Donc, le film va nous raconter l'histoire de Mickey Barnes, Mickey en anglais, mais je vais avoir du mal à le dire, donc je vais rester sur Mickey Barnes, qui est donc joué, vous l'aurez compris, par Robert Pattinson. Et le film commence, et moi j'ai bien aimé ce début-là, par sa mort, puisqu'il est littéralement au fond d'un gouffre, d'une crevasse enneigée. Et il essuie cette espèce de lunettes de protection là, qui sont pleines de neige. Et il est accompagné d'une voix off qui nous explique qu'en gros, il aurait préféré mourir sur le coup parce que là, il était en souffrance, qu'il allait pas bien. Et donc, au début, on comprend pas bien où il est, quoi. Et finalement, on va très rapidement comprendre que c'est ce qu'on appelle un travailleur jetable, un réimprimable. Et ils vont utiliser plusieurs fois ces termes-là, les expandables dans la version originale. Et donc, en réalité, il a la capacité, à chaque fois qu'il meurt, d'être réimprimé. On sauvegarde sa conscience dans une espèce de petite pierre qui fait, à mon avis, écho au monolithe dans 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Moi, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas, je pense que je sais pas du tout. Et donc, chaque fois qu'il meurt, il est réimprimé. Et donc là on comprend qu'il s'agit de la 17e itération, puisque tout le monde l'appelle Mickey 17, d'où le titre du film, vous l'aurez compris. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre pendant toute la première partie du film, d'abord pourquoi est-ce qu'il a fait ça. On comprend qu'il est donc son meilleur ami Timo, avec lequel ils ont eu un problème avec des barons de la mafia, parce qu'ils ont essayé d'ouvrir un espèce de concept de restaurant invraisemblable qui n'a pas fonctionné, sauf que pour faire ça, ils ont emprunté de l'argent à un prêteur sur gage. Voilà, et donc ils se retrouvent dos au mur à devoir rembourser des sommes astronomiques, et pour leur faire peur, ce mec-là les reçoit dans le restaurant d'un autre mec qui n'a pas payé, et il nous présente, moi je trouve cette scène elle est incroyable, un type qui en fait se délecte de manger devant des gens qui sont en train de se faire tuer. Et donc on le voit, le mec il se fait torturer, je crois qu'il se fait couper une jambe complètement. Il se fait découper à la tronçonneuse tout simplement. Exactement, et l'autre il est en train de manger à côté avec appétit, donc on essaye vraiment de leur faire peur pour le coup. Et donc il nous explique qu'il a choisi, pour éviter de se faire rattraper, de partir dans cette expédition, une expédition qui est gérée par Kenneth Marshall, qui est donc un homme politique qui est joué par Mark Ruffalo, qui a perdu les 2 précédentes élections auxquelles il a concouru, et il a décidé de partir pour emmener une colonie sur une nouvelle planète. Et donc on va très vite comprendre que c'est un peu un gourou en fait, hein, il veut créer la planète républicaine. Voilà, c'est clairement ça, c'est-à-dire il veut préserver l'espèce, on est vraiment sur des thématiques full extrême droite Donald Trump, quoi. Enfin clairement on est là-dessus, mais je répète, hein, là ici il est parodié à l'extrême et il est vraiment très drôle. Et il y a une séquence au début où ils sont dans une espèce de hangar dans lesquels ils attendent de pouvoir monter dans le vaisseau, et il y a un journaliste qui interviewe des badauds qui veulent venir dedans, quoi. Oui, puis là c'est à peine voilé, ils ont tous une casquette rouge, voilà, on a compris, hein. mais pour le coup, même si c'est très caricatural, c'est très drôle. Ah oui, non mais attention, j'ai pas dit que ça ne l'était pas, absolument. Et du coup, pour réussir à monter dans le truc, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent mais que tout le monde ne va pas pouvoir y aller, lui il accepte, il remplit un document qui fait qu'il accepte donc de devenir remplaçable, à la grande surprise de la réceptionniste qui lui dit: vous êtes sûr d'avoir bien lu les lignes du contrat? Petit caractère. Exactement. Oui, bien sûr. Et donc il va passer une batterie de tests qui se finissent par un truc assez incroyable, c'est qu'on lui demande de se suicider pour valider le fait qu'il est bien d'accord et qu'il a bien conscience qu'il va devoir mourir régulièrement. Et à partir de là, le film va nous montrer sa vie sur ce vaisseau qui est assez terne, hein. Ils mangent des trucs atroces, ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles, enfin, on est vraiment dans l'Union soviétique, dans l'espace, pour préserver le peu de nourriture qu'ils ont pour leur voyage de 4 ans ou 5 ans. Ouais, exactement, et il faut préserver les ressources. Je crois qu'ils disent un truc du style si vous performez l'acte sexuel, vous allez griller tant de calories. Exactement. Du coup ça fait tant de trucs en moins de calories, donc non, faut se serrer la ceinture, hein. Et pour les motiver, il leur dit: ouais, mais par contre, quand on va arriver là-bas, vous aurez le droit de faire des journées entières, ce qui pourra repeupler la population. Il leur promet des grosses partout, n'importe quoi. C'est vraiment très drôle. Donc on voit qu'il a une vie un peu terne, on peut le dire, hein, parce que clairement, en plus, vraiment l'ambiance esthétique, les vaisseaux, tout est grisâtre. Enfin, c'est pas sexy, hein. Comme il a vraiment le pire métier de l'expédition, il est mis sur le côté, quoi. Exactement. Enfin, tout le monde se fout de sa gueule tout le temps. Personne veut lui parler, et tout le monde va le voir en lui disant: ça fait quoi de mourir, ça fait quoi. Enfin, on sent que le mec est au bout du rouleau, mais il va faire la rencontre lors d'une apparition de leur gourou qui vient dans l'espèce de cantine. Là aussi la scène est très drôle, parce qu'en fait on se rend compte que Ruffalo,
en réalité, il dirige, mais c'est un peu sa femme qui lui dit quoi faire. Ouais, bien sûr. Et donc, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, c'est ce qu'on dit. Mais franchement, moi, je trouve que leur duo, notamment sur cette scène, ça marche super bien. Oui, bien sûr. Ça établit vraiment bien le contexte. Oui, puis l'actrice joue vraiment très très bien, et mais Ruffalo aussi, donc ça... Il y a une vraie alchimie entre les deux, mais une alchimie glauque. Ouais, et ça marche bien. Exactement. Donc on va voir qu'il rencontre au moment de cette petite, j'allais dire ce petit discours qui est pour motiver les troupes du Marshal, il va rencontrer du coup celle qui va devenir sa petite amie, donc Nasha, qui est jouée par Naomi Aki. Et donc ils vont avoir une histoire d'amour tous les deux. Et en fait, il va lui expliquer que lui, il va mourir plein de fois et elle va accepter à chaque fois de rester avec lui, même si il meurt, donc il change quand même un petit peu de personnalité à chaque fois. Et là, on a toute une séquence, et moi je trouve ça génial, où on voit toutes les manières différentes dans lesquelles il est mort. Et il y a vraiment des trucs drôles, mais des trucs horribles. Genre vraiment, à un moment, il l'envoie à l'extérieur du vaisseau, et il dit moi, il répare un câble, je comprends pas. Il a oui, alors en fait, on t'a un peu menti. Là, t'es exposé à un niveau de radiation 1 million de fois supérieur, donc tu vas nous dire à partir de quand t'as mal à la jambe et tout. Et je trouve ça vraiment drôle. Ouais, sachant que cette séquence, c'est vraiment un de ses premiers jobs, c'est quand ils viennent de quitter la Terre. Exactement. Si je te dis pas de conneries. Et effectivement, après, là, la séquence à laquelle tu faisais référence, juste après sa rencontre avec Nasha, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est en fait. C'est pour ça que moi je te rejoins pas totalement, parce que cette séquence-là, pareil, effectivement, ça aurait pu être la porte ouverte à plein de morts différentes. Au final, elles sont toutes assez similaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je crois que c'est à partir de ce moment-là où les différentes morts qu'on voit, c'est parce qu'ils essayent de trouver un vaccin à la planète. Alors ça arrive après. Ça arrive. Avant, il y en a d'autres. Ils vont lui faire faire tout un tas de trucs différents. C'est avant d'arriver sur la planète. Moi, j'ai l'impression que le montage, c'est au moment où il est sur la planète. Hein. Il n'y a pas tellement d'autres moments où on le voit. Il y a quelques autres trucs quand même où on le voit. Ils lui font faire des tests de choses un peu étranges. À un moment, ils le mettent dans son espèce de machine là, et par exemple, ils essayent de le faire survivre à un niveau de froid énorme. Ils sont pas encore arrivés là-bas. Et après, effectivement. Ça vient. Je suis quasiment sûr. Ouais, mais moi je suis quasiment sûr de l'inverse. Habile. Vous ferez votre propre idée en voyant le film. Voilà, allez voir le film. Mais tout ça pour dire que ce soit cette séquence-là ou pas, moi je trouve qu'il y a un manque de diversité dans les différentes morts. C'est ça que je voulais dire. Ça change pas après que ça arrive avant ou après, c'est pas très important. Mais enfin, en tout cas pour moi. Mais je trouve qu'il y a un. En fait, oui, voilà, on a compris. C'est le Guinea Pig. C'est le cochon d'Inde du truc. C'est le cobaye en fait, tout simplement. Exactement. Et moi, ce qui m'a. Du coup, en fait, je comprends la critique derrière, mais moi je trouve que c'est un peu. Au final, le film, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que finalement le film va finir par se prendre au sérieux. Oui, mais ça, je suis d'accord. Dans la deuxième partie, ça va se prendre un peu plus au sérieux. Mais du coup, il y a quand même donc son histoire d'amour avec elle qui, lui, va vraiment lui redonner du baume au cœur. D'ailleurs, oui, voilà, parce qu'ils transgressent un peu les règles. Ils ont des relations sexuelles. Ils ont une scène à un moment où ils dessinent des positions sur une espèce d'iPad géant. Là, c'est assez marrant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est de voir qu'au début, à chaque fois qu'il est réimprimé, il y a tout le monde qui est là, les scientifiques observent, machin. Et plus ça va, plus tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que jamais ils le regardent. À des moments, ils oublient de mettre la table, donc ils tombent à moitié, par terre comme une merde. Enfin, il y a un côté où ça devient vraiment un objet. C'est-à-dire que personne lui attribue rien. Il y a un moment, il le jette dans la lave, et puis en fait, il dit mais attends, il est pas mort. Et genre le mec il fait c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc finalement tout ça va nous ramener jusqu'à l'arrivée sur Niflheim, c'est le nom de la planète sur laquelle ils vont, mais c'est une planète extrêmement hostile. Donc il l'envoie lui évidemment en cobaye en lui disant tu vas respirer comme si tu voulais qu'un virus rentre dans tous les pores de ta peau, et ça ne manque pas puisque l'air est contaminé, donc il va se mettre à tousser du sang, et là il va avoir une séquence de plusieurs tests, t'as raison, dans lesquels on va lui faire tout un tas de choses pour voir s'il résiste. Et l'idée pour trouver c'est pour trouver un vaccin. C'est pour trouver le vaccin. Exactement. Et donc l'idée c'est de trouver un vaccin pour que tout le monde puisse aller sur cette planète sans avoir besoin de porter des masques à oxygène et pouvoir vivre à peu près librement. Le problème de cette planète, c'est qu'elle est vraiment hostile. C'est-à-dire qu'il fait un froid terrible, il y a du blizzard partout, et grosso modo, il n'y a rien à l'horizon de cette planète, en tout cas aux alentours du vaisseau, qui semble indiquer qu'ils vont pouvoir faire des choses intéressantes. D'ailleurs, assez vite se pose la question de faire de l'agriculture, et ils le disent, on a du mal, enfin ça va être compliqué de le faire, quoi. La conséquence de ça, c'est que lui va petit à petit aller de plus en plus loin pour explorer la planète, et il va notamment y aller avec Timo, et à un moment il va donc tomber dans une crevasse, ce qui va nous ramener au début du film, et là on va comprendre que Timo le laisse dans la crevasse pensant qu'il va mourir de lui-même, et finalement il y a des bestioles qui arrivent, donc des aliens qui vont aller vers lui, et là on imagine qu'il va se faire bouffer par les aliens.
Et en fait, grande surprise, les aliens ne le tuent pas. Au contraire, ils l'aident à sortir de la crevasse et à lui permettre de retourner à la surface. Et à partir de là, lui va trouver un moyen de revenir à l'intérieur du vaisseau, sauf qu'entre-temps, eh bien, on a déjà enclenché la réimpression, si j'ose dire, et donc Mickey 18 est arrivé, et il va se retrouver avec Mickey 17 et Mickey 18, qui sont donc des doubles, je crois qu'il y a un terme en anglais, mais je l'ai oublié, qui est donné pendant le film, et Absolument. on revient un petit peu en arrière, parce qu'en fait, et ça aussi je trouve que c'est un truc intéressant, mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi, qui est sous-exploité, c'est qu'il y a une vraie question éthique quand même. C'est-à-dire que on voit que sur la Terre, il a été interdit de faire cette espèce de réplique, de réimpression permanente des humains, parce que on va nous donner l'exemple d'un tueur en série qui s'était réimprimé lui-même sans mourir, de manière à pouvoir commettre des crimes en ayant un alibi avec son deuxième lui. Et on va même découvrir qu'à la fin, ils n'étaient pas 2, mais ils étaient 3. Et donc, à cause de ce précédent-là, il y a un procès. C'est des multiples, je crois. Merci. Multiples. Les multiples, exactement. Et donc, à cause de ce précédent-là, on a interdit le procédé. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça pose une question d'éthique et de morale. Et à un moment, il le dit, il y a une question autour de la religion, autour de la politique, autour de la morale. Et moi, j'ai trouvé que c'était une thématique intéressante du film. Oui, non, mais de toute façon, c'est bien là le vrai point intéressant. C'est tout le questionnement que ça pose d'être en capacité de faire ça. Et l'exemple qu'il donne est le meilleur exemple qu'il pouvait donner. T'as un double, tu l'envoies faire de la merde et toi t'as un alibi. Enfin, c'est intelligent, c'est super intelligent. Totalement. Mais au final c'est survolé. C'est-à-dire qu'on te le mentionne juste pour te dire pourquoi il n'y a pas plus de multiples avec ce procédé-là. Je trouve que la question elle est pas creusée en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de réponse, il y a pas de parti pris en fait dans le film. Et je trouve que ça manque quand tu fais une proposition comme ça, quand tu amènes ce genre de sujet, ce genre de possibilité, je pense que c'est important pour un réal de prendre un peu parti quand même alors je m'exprime un peu maladroitement, pas prendre parti, mais en tout cas de creuser un peu plus ce questionnement que tu fais, parce que je trouve qu'au final le questionnement il est survolé et à la fin le fait qu'il soit multiple on s'en fout un peu quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a un peu gêné. Et alors juste, je voulais rebondir sur un peu. Donc la planète sur laquelle ils vont s'appelle Niflheim, et donc qui est donc, je sais pas si tu savais, mais une référence à la mythologie nordique, puisque Niflheim signifie donc monde de la brume ou monde du givre, royaume froid, obscur et brumeux, associé à la glace et à l'obscurité. Et ça fait partie des 2 premiers royaumes avec Muspelheim, donc le royaume du feu, qui, lorsque les deux, la glace et le feu, se sont rencontrés, ont donné lieu aux premiers êtres vivants dans la mythologie nordique, dont le géant Ymir. Voilà, c'est juste pour me la péter un peu, parce que j'ai joué à God of War, aux 2 derniers God of War, et que du coup, il y a les 2 royaumes. Ça a marché parce que je suis impressionné. Non, arrête, voyons, mais il est là, en plus, il me regarde avec des gros yeux. Oh. Bon, vas-y, excuse-moi, continue. Non, pas de souci. Donc, quand il va revenir dans cette il va donc trouver Mickey 18 dans le vaisseau. Et là, il va y avoir une confrontation, parce que évidemment, il sait très bien que l'existence des multiples, c'est le synonyme de la mort des 2. Absolument, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a un conflit moral en lui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et en fait, Mickey 18, il est très différent de Mickey 17. C'est-à-dire qu'il a vraiment un caractère beaucoup plus trempé et beaucoup plus affirmé, là où Mickey 17 est plutôt timide, réservé et a plutôt envie de rester dans le rang. On voit bien que c'est 2 personnalités différentes. Et c'est assez marrant parce que là aussi, je te rejoins un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire le film va pas assez loin sur ses concepts. Et effectivement, moi j'aurais voulu qu'on en voit plus des Mickey avec des personnalités très différentes. Au final, on n'en voit que 2. Il dit que Mickey 6 était très con, par exemple, à un moment donné, et Mickey 5 était je sais pas quoi. Mais en fait, on le voit pas. Et je trouve ça dommage. Mais lui, son dilemme moral, c'est de dire, mais en fait, il faut qu'on se dénonce parce que... ou alors, il faut que je tue le 18 parce que sinon, ça va poser un problème. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il est convaincu que Nasha, quand elle va le savoir, elle va être... terrifiée et qu'elle va vouloir le dénoncer. Mais bien évidemment, c'est pas ça sa première volonté. Elle voit ça comme un fantasme. Ah oui, c'est-à-dire d'avoir absolument 2 Mickey en un. Il lui dit d'ailleurs, elle lui dit quand il la confronte un peu, il lui fait « Mais non, mais t'es pas bien, machin. » Elle dit « Bah quoi, ça te plairait pas qu'il y ait 2 mois ?» Exactement. Et donc à ce moment-là, va faire irruption un personnage qu'on avait un tout petit peu vu au début, qui est donc sa deuxième courtisane, on va dire, qui au passage est une comédienne qui a joué dans Le Comte de Monte Cristo. Je ne sais pas si tu l'avais reconnu. Oui, j'avais reconnu. Donc c'est Kai Kat, c'est son interprète, c'est Anna Maria Vartolomei. Exactement. Et donc Kai, on va comprendre qu'elle a un intérêt pour Mickey.
Et donc, elle va d'abord s'occuper de Mickey 17 quand il revient parce qu'il est complètement en vrac, et que surtout, elle va s'occuper de lui. C'est vrai que j'ai sauté ce passage-là, mais il y a un moment où Mickey 17, il est tiré au sort pour avoir un repas avec le Marshall. Et en fait, pendant ce repas, on va lui faire bouffer de la viande, et comme c'est Mickey 17, on lui fait bouffer de la viande qui est transformée par je sais pas quoi, donc il vomit du sang. Enfin, c'est un enfer absolu ce repas. Ils finissent par vouloir le tuer parce qu'ils disent de toute façon on va le réimprimer. Et finalement, Kai, elle s'interpose parce qu'elle est aussi invitée. Elle dit non, le tuez pas, c'est votre invité, vous pouvez pas faire ça. Ce qui est à mourir de rire, c'est que Ilfa, la femme de Marshall, elle est juste inquiète qu'il tâche le tapis. Oui, et puis en plus, oui, c'est vrai. C'est vraiment très drôle. Mais en plus, s'il mourait là, comme c'était Mickey 17, il perdait toute sa conscience qui fait de lui Mickey 17. Exactement. Ce qui est vraiment peut-être le propos le plus mis en avant pendant le métrage. Mais ce que, à part lui, personne ne sait dans la scène. Bien sûr. Puisque les autres Évidemment, sont persuadés oui. qu'il est Mickey 18, d'ailleurs à ce moment-là, et pas 17. De quoi ? Je disais, c'est vrai qu'il y a de l'écho, je viens de m'entendre à travers le casque. Et on a changé de lieu d'enregistrement. Excusez-moi, j'ai déménagé, mais on fait ce qu'on peut. C'est pas encore assez. Bon, alors. Non, mais tout ça pour dire que du coup, suite à cette soirée désastreuse, elle le récupère, elle lui donne des vêtements propres, elle lui fait du thé d'ailleurs, elle explique que c'est un breuvage qu'elle a ramené de la terre qui est très précieux pour elle. Donc on comprend que elle l'aime bien, et elle essaye même de se rapprocher de lui. Il lui met un énorme vent, mais un truc vraiment de l'espace, quoi. Ah, Mickey. Parce que lui, il est obsédé par une chose, c'est retrouver Nasha. Et quand il arrive, il va donc trouver Nasha dans la chambre qui l'attend et qui est heureuse de le voir arriver, et qu'elle est les deux Mickey 17 et 18, sauf que Kai va le suivre, et va donc découvrir qu'ils sont deux. Et elle, pour le coup, sa première idée, c'est il faut aller le dénoncer, parce qu'elle veut respecter la loi, parce qu'elle est plutôt bien vue par le Marshall. Oui. Donc elle a plutôt intérêt, si elle veut prendre du galon, à faire ça. C'est sa première idée, mais sa deuxième idée est très vite t'en prends un, je prends l'autre. Exactement, ce que Nasha refuse. Les deux sont à moi. Exactement. Et donc à partir de là, on va dire que le film, et je te rejoins, se prend un peu plus au sérieux. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une logique un peu plus classique. C'est-à-dire qu'il y a une dualité entre les deux nanas peuvent se blairer, et puis il y a le conflit à l'extérieur. Je suis passé rapidement dessus, et avant d'aller à la fin, je vais quand même redire ça. Dans une des expéditions qu'ils ont menées pour explorer la planète, une des femmes qui travaillait avec eux est morte parce qu'elle s'est fait écraser par un bloc de glace. C'est ça, ouais. Et il se trouve que c'était la meilleure amie de Kay. Donc elle est très attachée à ce personnage-là. Et à ce moment-là, ils se sont fait mordre par une espèce de bestiole. Là. Donc ils sont plusieurs à avoir la connaissance de cette espèce d'espèce particulière qu'ils appellent les rampants dans le film. Et pendant une autre exploration, on va dire pour se venger entre guillemets du fait qu'elle soit morte, ils vont creuser et miner une espèce d'énorme bloc noir d'une pierre qu'on ne connaît pas. Et au moment où ils vont l'ouvrir, et c'est évidemment Marshall qui le fait, ils vont se retrouver avec deux bestiaux à l'intérieur, dont un qui va attaquer le Marshall. Et à partir de là, il va être récupéré et entre guillemets pris en otage, qui va amener à la dernière partie du film. À ce stade. Oui, absolument. Et alors, juste, vu que tu parles de cette scène-là, c'est aussi à ce moment-là que tout le monde découvre qu'il y a deux Mickey. Enfin, en tout cas, que Marshall et compagnie. C'est important pour la suite. C'est pour ça que je essaye de tuer le Marshall, ce que Mickey 17 ne veut pas. C'est ça. On est synchro. C'est beau. À ce stade, du coup, malgré tout, est-ce qu'il y a des scènes, des trucs que tu retiens en bien ou en pas bien, ou est-ce que vraiment ça te passe à 2000, quoi? Aïe, je le doutais, cette question. Le coup dur. Je le doutais, cette question. Écoute, c'est le problème. Je suis pas ressorti du visionnage avec une scène marquante. Comme j'ai dit, je le trouve paradoxalement très générique. Du coup, il m'a pas laissé une impression de ah ouais, putain, ça, ce moment-là, damn, c'est quelque chose. À la limite, je sais pas, peut-être la scène où il trouve son double que j'ai trouvé un peu hilarante quand même. J'avoue que je me suis surpris à exploser de rire à ce moment-là. Parce qu'en fait, il va pour se coucher, genre complètement blasé d'avoir failli mourir et de pas être mort. Et quand il se couche dans le lit, il fait il y a quelqu'un à côté de moi. Il se retourne, il voit que c'est lui et il fait ah, il pousse un énorme cri. En plus, on l'a pas trop mentionné, mais Mickey 17, Pattinson l'incarne avec une voix complètement fluette, mais incroyable. J'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup. On reconnaît pas du tout sa voix. Ah ouais, ça, au début, j'ai fait non, mais c'est un effet avec le masque qu'il a, et en fait, pas du tout. Ou la scène à la fin concernant Mickey 18 et Marshall, ce que fait Mickey 18, mais je te laisserai le dire, et à ce moment-là je dirais que c'est ça. Mais ouais, non, vraiment j'ai cherché, rien de marquant, quoi. C'est la première fois depuis qu'on a cette nouvelle DA dans le podcast que j'ai pas vraiment de scène
où je me suis dit waouh, ah ça ok, ça relève le tout. Ça c'est marquant, même si j'ai pas aimé le film. Je suis désolé, mais là vraiment, j'ai vraiment cherché. Je t'assure, c'est pas de la mauvaise foi. Ah non, mais je te crois. J'ai cherché, mais en fait, le film, je pense que qui m'est passé au-dessus, quoi. Non, mais vraiment, je me suis pas ennuyé, mais il m'a rien laissé comme impression. Ouais, vraiment, il est bien, mais c'est tout, quoi. Mais il est bien comme plein de films de SF du style, quoi. Ok. Et je trouve ça trop dommage pour un réal comme Bong Joon-ho et comme ce réal-là, parce que je l'ai vraiment très mal prononcé, désolé. Mais pour ce réal-là et pour ce casting-là qui est très bon, même la conclusion du film, je l'ai pas trouvé. Après, effectivement, tous les moments entre Marshall et sa femme sont rigolos. Et tu retiens presque ça parce que effectivement, tu as ce ton comique. C'est eux le comic relief, c'est ces personnages-là. Mais ouais, non, rien de marquant. Toi, je pense que tu as vu quelque chose qui ressort quand même. Alors, plus que moi. Non, je te rejoins sur le fait que je trouve que le film, il a pas une scène absolument marquante. Par contre, il y en a quelques-unes, moi, que j'aime bien, à commencer par le repas. Moi, je trouve que la scène où il est invité à manger avec donc Marshall et sa femme, c'est vrai. il est vraiment, lui, dans un état... Enfin, c'est assez marrant parce qu'il lui parle comme s'il était normal alors qu'on dirait un animal. Il est en état de choc complet. Il est en état de choc, il bouffe à 2000 à l'heure alors qu'il est censé manger et boire des trucs qui coûtent un bras. Et j'aime beaucoup dans cette scène, ils ont avec eux un autre personnage qui en permanence les filme parce qu'il veut absolument garder une trace de tout ce qui est fait. Donc il fait un espèce de documentaire. Il y a pour moi là une référence un peu à cette idée des films de propagande. En fait, c'est totalement ça. Il y a toujours un mec derrière qui vise, qui réfléchit au cadre pour que le Marshall soit bien mis en avant, etc. Et cette scène-là, je l'aime bien parce que je trouve qu'elle raconte assez bien le ton du film. C'est-à-dire que il y a une discussion sérieuse de fond. C'est-à-dire on demande à Kay, en gros, à Kay Burton de lui dire bah écoute, tu vas être c'est un peu par toi que va passer le repeuplement parce que là aussi il y a vraiment le discours de tuer la femme parfaite entre guillemets. Oui, c'est Adam et Ève, quoi. C'est ça, tu vas préserver la race. Donc elle est offusquée, elle dit mais vous me prenez pour un utérus. Enfin je ne suis que ça pour vous. Et en même temps l'autre il s'en fout, il est en train d'engloutir son truc et d'un coup comme il devient malade, la scène elle prend une tournure un peu invraisemblable. Chaotique, ouais, c'est autre chose. Et cette scène là moi je trouve qu'elle marche très bien parce qu'elle montre, à mon sens en tout cas, toutes les 2-3 directions dans lesquelles va le film, c'est-à-dire le côté assumé, un peu absurde, un peu excessif, et en même temps le côté un peu plus sérieux et sur les questionnements de fond, et cette espèce d'entre-deux qui est, je trouve, bien incarné par Marshall et sa femme, qui dans chacune des scènes, ils ont soit l'un est plutôt ridicule et l'autre tempère, soit c'est l'inverse. Je trouve qu'elle a plutôt tendance à tempérer un peu quand il essaie d'en faire trop. Et à l'inverse, des fois, c'est lui qui a des réflexions logiques. Des fois, elle essaye de lui expliquer dans cette scène mais tu devrais dire ça. Il dit non, mais c'est bon, laisse-moi faire. Je sais ce que j'ai à faire, comme je suis pas complètement con non plus. Et moi, j'ai bien aimé ce truc-là. C'est pas la scène du siècle, mais je pense que c'est celle que je retiens le plus. Et après, moi, j'ai bien aimé, même si ça arrive un petit peu après, c'est la séquence où ils sont en prison. Ils sont tous emprisonnés à un moment dans des cages. Il y a Mickey 17, Mickey 18, Nasha et Timo, et ils vont négocier avec lui pour essayer de se libérer. Et je trouve que cette séquence-là, elle est plutôt pas mal, parce qu'en plus, elle est dans un cadre un peu différent. Oui, mais je pense que tu as raison, effectivement, avec le recul, là, avec ce que tu dis, je pense qu'effectivement, c'est peut-être les deux scènes qui sont un peu différentes, qui ressortent un peu du lot. Mais je suis complètement passé à côté. Voilà. Très honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as déjà tout dit. La scène du dîner, oui, elle fonctionne bien. Mais j'ai pas été subjugué. Moi, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de scènes qui font un peu pétard mouillé. À la limite, tu vois, je préfère la scène de la prison. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien de A à Z. La scène du dîner, elle fonctionne bien, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté désamorçage avec les deux débiles là, qui sont des caricatures complètement et en fait qui prennent toute la place à un moment donné. En fait, je pense que j'arrive pas à trouver de scènes qui ressortent ou qui m'ont vraiment marqué parce que je trouve que ce film a vraiment le cul entre deux chaises, à cause de ce côté où d'un côté on est satirique comique et de l'autre on est sérieux parce qu'on parle de choses quand même qui sont très, on peut le dire, intéressantes quand même comme questionnement et du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ouais. Peut-être que plus tard je le reverrai, je te dirai mon Dieu mais on réenregistre un épisode parce que là faut que je fasse mon mea culpa en l'occurrence, mais je pense pas que ce sera le cas, mais on sait jamais. Puisqu'ici on aime bien quand même revoir des films d'il y a longtemps et changer d'avis. Exactement. Et donc voilà, mais du coup
Ouais, non, peut-être que faut que le film, je le vois une autre fois, hein, plus tard. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, ouais, j'ai vraiment rien à ressortir de ce film, en fait. Non, C'est ça que je trouve très dommage. Ça arrive, hein. Moi aussi ça m'est arrivé dans Je suis certains films. vraiment désolé. J'aimerais parler. Dire, oui, vous savez donc ce film, effectivement, c'est ça. Mais là, pour l'instant, ce film, c'est pas grand-chose pour moi. Bon, alors on va aller à la fin, je te propose. Allons-y. Hein. Du coup, dans le dernier tiers du film, on se retrouve avec une situation un peu particulière parce que donc, le vaisseau est entouré par une quantité abyssale de rampants qui se mettent les uns tous autour du vaisseau. Et on ne sait pas trop la raison pour laquelle ils font ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du film, on ne sait pas pourquoi ils se réunissent et est-ce que oui ou non ils représentent une menace. Et là aussi, la question se pose de savoir comment on agit, sachant que eux, ils sont les autochtones et les humains, en l'occurrence, viennent sur leur territoire. Donc, ils n'ont rien demandé à personne et ils viennent vraiment les gêner, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rapidement évoqué la scène de la prison. Il faut comprendre qu'à un moment donné, Mickey 17 et Mickey 18, ils essayent de s'entretuer. Il y a une séquence où ils essayent de se battre. Finalement, ils s'en sortent et ils découvrent, à la faveur de leur bagarre et après s'être cachés à un moment donné parce que des personnes arrivent, que Timo, lui, il fait du trafic à l'intérieur du vaisseau, une espèce de drogue de synthèse dont le nom m'échappe. Oui, bon, c'est pas très important, mais oui. Et donc, en fait, ils vont se servir un petit peu plus tard de ça pour se retourner contre lui. Parce qu'en fait, Timo, lui, il a un peu un côté, il a beaucoup de bagou, contrairement à Mickey Barnes. Et donc, il arrive toujours à retourner la situation. Il arrive à se remettre dans des plans, à récupérer de l'argent, à négocier des trucs. Oui, puis pour aller dans le vaisseau, lui, il a tout de suite été pris comme pilote, alors que il vient du même endroit que Mickey. Hein. Exactement. Donc, c'est vraiment un très beau parleur. Il s'en sort. Il a un peu toujours le beau rôle. Et Mickey 18, lui, contrairement à Mickey 17, il est extrêmement agacé par ça. C'est-à-dire, il considère qu'au bout d'un moment, tu nous as trahi 1000 fois, on va arrêter d'être sympa avec toi, quoi. Et le moment où ils se retrouvent en prison, ce qu'ils finissent par se retrouver en prison après la fameuse scène du monolithe noir avec les aliens à l'intérieur, ils vont se retrouver en prison et ils vont réussir à convaincre Timo de leur donner une fameuse capsule de sa drogue, et en fait ils vont se servir de ça pour récupérer une arme et se retourner contre lui, parce que lui, il explique à Mickey 17, en fait, voilà, je t'explique, j'ai reçu une vidéo, une lettre, je sais plus, dans laquelle je suis menacé, donc même ici, ils ont réussi à me retrouver, et si j'envoie pas une preuve vidéo de toi qui est mort, en fait, ils vont me buter. Et comme il sait qu'il peut être réimprimé, il dit, c'est la dernière chose que je te demande, mais laisse-moi te couper en 8, en 13 morceaux, parce qu'il a un plan très précis. Donc Mickey 17, lui, quelque part, il est d'accord, parce qu'il est très gentil, mais 18, pas du tout. Et donc 18 va réussir finalement à éviter ce que ça arrive, mais tout ce beau monde va se retrouver dans un espèce de... pas de fight, mais ils vont un peu se battre, et ils vont être à 2 doigts, Asha va être à 2 doigts de couper en 2 la tête de Timo avec une tronçonneuse. Finalement, tout ce beau monde va se faire arrêter et se retrouver face au Marshal. Parce que le Marshal, lui, il est assez proche de Asha. Et il considère que c'est un espoir militaire. Oui, voilà, militaire, j'allais dire, c'est ça. L'idée, c'est potentiellement qu'elle devienne générale ou qu'elle prenne des responsabilités. Donc évidemment, quand il la voit se retourner contre des gens de son espèce, il comprend pas. Il sait à ce moment-là qu'il y a les 2 Mickey, et donc il dit, écoutez, en gros, on va se servir des 2. C'est sa femme qui lui dit, t'as qu'à envoyer les 2 dehors, et puis s'ils font n'importe quoi, tu leur mets une bombe autour du cou et tu les fais sauter. Et en fait, je trouve que là, le discours à nouveau est intéressant, c'est que Asha, elle pète les plombs, et elle finit par lui dire à quel point il est con. Et moi, j'adore cette séquence où il dit, mais en fait, vous êtes complètement con, c'est nous les aliens, c'est pas eux. Ouais, oui. Et c'est vrai que lui, il a un prisme très égocentré, donc pour lui, l'homme est au milieu de tout, ce qui est évidemment pas le cas sur cette planète. Et il comprend, il devine en tout cas que s'ils sortent, potentiellement il y a danger. Donc il décide d'envoyer les 2 Mickey en disant, vous allez aller en premier en éclaireur, et en fait quand ils vont aller, ils vont réussir à communiquer avec eux. Oui, c'est ça, on leur a donné un traducteur qui a été fabriqué à l'arrache. Exactement, pareil. Petite nerd qu'on voit de 3 fois. C'est ça, une de l'équipe médicale / scientifique qui a fabriqué ça suite aux expérimentations qu'ils font sur le bébé. Sur voilà, un des petits. Un petit rampant, ouais. Un petit rampant. Et donc du coup, ils vont aller là-bas, ils vont discuter, et en fait, le rampant, la mère, on va l'appeler, elle dit, juste rendez-nous, vous avez tué un enfant et on veut juste récupérer le 2e, quoi. Parce que nous, on vous a sauvé et vous venez pour nous tuer, ça n'a pas de sens. C'est ça.
Et donc du coup ils vont essayer de devoir convaincre qu'il faut rendre le deuxième bébé, sauf que c'est pas du tout l'idée de Marshall. Lui il a qu'une envie, c'est de le dézinguer, de le mettre au feu. Là il est suspendu à un crochet, c'est assez affreux comme truc. Et dans cette séquence finalement lui il va aller dehors, le Marshall, pour dire en gros je vais monter dans une voiture, c'est moi qui vais coloniser la planète, donc on va me filmer en mode c'est moi qui mène les troupes quoi. Et c'est donc sa femme qui s'appelle Ilfa, je l'ai dit tout à l'heure, qui va prendre un peu le contrôle. Sauf que les choses vont mal tourner pour elle, puisqu'il va y avoir une espèce de mutinerie d'une partie des troupes qui va dire bon là maintenant vous dépassez les bornes, vous faites tout et n'importe quoi, donc on prend le contrôle du vaisseau. Et ils vont se débrouiller pour que la petite bête soit redonnée à un des Mickey pour qu'il puisse aller le rendre à la mer et éviter le carnage. Le problème, c'est que pour faire perdurer ça, ils ont bien tous conscience qu'il va falloir que le pouvoir en place disparaisse, puisque le Marshall, il est obsédé, lui, par le contrôle. Et clairement, c'est un dictateur. C'est presque même... Moi, c'est pas toi, moi, c'est presque un gourou de secte, en fait. On est presque au-delà de la dictature. Le mec, il a un truc à son effigie partout. Oui, le gourou de secte, ça se confirme avec le fait que c'est lui qui commande toute une colonie. Ils appellent ça une colonie. Exactement. Donc, ils partent tous alors que personne leur a demandé, en fait. Oui, c'est ça. Ils se barrent dans l'espace, ça arrange tout le monde sur Terre. Les sectes qui se sont barrés dans des pays où ils pouvaient pas être extradés ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. On connaît. Hein. Ouais, c'est totalement ça. Et donc, finalement, Mickey 18, il va décider de faire un acte un peu héroïque, c'est que lui, il veut absolument que le Marshall meure, il est convaincu que c'est le seul moyen de passer à autre chose. Et donc, à un moment donné, il va se retrouver avec lui dans son espèce de... C'est pas un char, mais ça ressemble un peu à un char sur son véhicule. Voilà, son véhicule. Et il va appuyer lui-même sur le bouton pour se faire exploser, ce qui va faire exploser le char et Marshall avec. C'est ça. Et alors, petit détail, du coup, la mère des rampants leur dit que pour qu'on soit à égalité, il faut que vous me rameniez le deuxième bébé, mais comme vous en avez tué un, il faut qu'il y ait un mort. Exactement. Aussi de votre côté. Comme ça, on sera remis à zéro. C'est aussi pour ça que Mickey 18 choisit de se sacrifier. C'est pas uniquement pour tuer le Marshall, je pense. Mais je suis tout à fait d'accord. Et ce qui donne du coup une rédemption, puisque lui, il a été quand même assez antipathique depuis le début, mais Mickey 18, on le déteste un peu par rapport au 17. C'est ça. Mais là, d'un seul coup, c'est un peu lui qui prend le bon côté. C'est cette scène-là aussi que j'ai bien aimé. Pour le coup, j'ai bien aimé le côté rédemption du personnage de Mickey 18. Et ça me permet de... Voilà, j'ai pas oublié que j'avais un autre truc à dire. Le deuxième truc du film que j'ai pas aimé sur le côté on te balance ça et t'en fais ce que tu veux et on te donnera jamais d'explication, c'est que quand il communique avec la mère, Mickey 17 lui dit ouais mais vous m'avez sauvé, nan. Donc là elle lui explique ouais mais bon t'en as tué donc machin, moi je veux ça et on repart à zéro. Et elle lui dit merci Mickey ou un truc comme ça. Et lui il fait comment tu connais mon nom? Et elle dit secret. Voilà, t'auras jamais d'explication. Non, t'auras jamais d'explication. Bah merci. Voilà, donc moi ça m'a gavé. À la semaine prochaine. Non mais je te le dis, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a énervé. J'ai fait, si tu donnes pas d'explication d'un truc comme ça, le dis pas. Cette porte. Oui, on s'en fout. On s'en fout. Elle lui aurait dit merci, point, tu vois. Elle avait pas besoin de dire, mais oui, je connais ton nom et en plus. Et en plus voilà. Quoi oui. Bah voilà, c'est tout. Ouais. Donc non, mais c'est juste ça. Je voulais pas en parler tout de suite parce que du coup, je savais qu'on allait faire le déroulé, mais bon. Tu as parfaitement raison. Ça sert à rien, si ce n'est à frustrer les gens. Donc aucun intérêt. À part frustrer Bastien, vous avez rien fait là, les gars. Rien on du est bien tout. D'accord. Et finalement, dans l'épilogue, on va se retrouver avec une situation politique qui est un peu différente puisque on comprend que c'est un peu Asha qui a pris les rênes de la colonie, vraisemblablement plutôt par une action démocratique, et surtout ils prennent la décision la plus importante qui est de détruire l'imprimante. C'est ça, ils abolissent complètement l'existence des doubles et compagnie. Là. Et donc ils reprennent finalement la politique qui a été adoptée sur Terre, qu'on a vu un peu plus tôt dans le film, c'est-à-dire que d'un point de vue éthique, on arrête de faire ça et absolument. Du coup, Mickey 17 va pouvoir avoir une vie pleine et entière avec une fin, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et on le voit très heureux. Et effectivement, il y a une bizarrerie, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Le personnage de Kay, donc, qu'on n'a pas revu et qui ne sert plus à rien à partir d'un certain moment, on découvre que finalement, elle semble avoir une relation avec une autre femme. Ouais. Et pourquoi, comment, qui est la personne, on ne saura pas. Et ça s'arrête là. Et là, pour le coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est genre de truc, ça sert à rien. Rien du tout. Et puis il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte. Juste on comprend pas. Il n'y a pas d'incidence sur l'intrigue, ça raconte rien. Alors c'est pas grave. Non mais ça raconte rien. Je dis pas que chaque plan doit raconter quelque chose, mais tu peux pas explorer une piste, plus en parler pendant 1h30,
puis pour lui donner une conclusion. Non, mais Et il nous manque l'histoire, mon copain. Je suis bien d'accord, surtout quand on a parlé de films comme Prisoners, dont on disait que chaque plan avait une utilité. C'est sûr Voilà. que là, tu te dis, bon. Et même pour La La Land, Mais bien sûr. tu vois, c'est pareil. Là, Non, mais je suis on est- d'accord. on est dans un truc beaucoup plus brouillon et je trouve ça dommage. Je suis Et bien on n'est d'accord. pas au niveau de Joker Folie à deux. Allez Oh, c'est pas possible. Mais Quelle non, mais indignité. dans le genre foutage de gueule, voilà, c'est mon échelle maintenant. Mais au-delà de ça, je trouve que oui, non, c'est. Enfin, moi, voilà, tu l'as dit très bien, tu l'as très bien dit, ça m'a frustré. Voilà, je le Non, dis, non, mais ça m'a gavé. Je comprends. Et le film se termine par un truc assez sympa, c'est que donc ils vivent en harmonie avec les rampants et on les voit d'ailleurs à un moment ils font pas ils les étudient mais ils ont une discussion avec eux et à un moment il lui dit mais vous nous avez menacé que si vous mettiez tous à hurler ça tuerait tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Et il dit bah oui, tu peux me montrer. Et là le bébé pousse un cri mais minable et il dit bah oui, il faut savoir mentir de temps en temps. Savoir bluffer. Et j'ai trouvé ça plutôt Ça, marrant. c'était rigolo, surtout que ça intervient dans ce qu'il raconte avant d'appuyer sur le bouton de la machine. Donc c'est ce qui s'est Exactement. passé entre le moment où ils ont fini par tuer le Marshal et le moment où Nasha a été élue. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme idée que bah, finalement, il n'y a pas que les humains qui sont rusés. Il y a Oui. aussi, Ah ouais, en bien l'occurrence, les aliens, même s'ils ne parlent pas le même langage que nous. Oui, mais Donc, c'est clair. donc voilà ce qu'était Mickey 17. J'ai bien vu que ça t'avait pas marqué comme film. Non, franchement, je suis navré, mais là, pour une fois, tu vois, c'est pas un film où j'ai des choses à dire, même négatives. Non, mais Parce je comprends. que, enfin, dit-il après avoir traché pas mal de trucs, mais Non. c'est pas que c'est négatif, mais je trouve que c'est pas constructif comme film en fait. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu peur de faire l'épisode parce que je me disais, mais waouh, je vais rien avoir à dire, mon Dieu. Et puis je te dis vraiment Alors, Bastien, ta scène marquante ou préférée? Bah, j'en ai pas. La vache, Le qu'est-ce que je vais lui générique. dire? La scène où Godzilla détruit. Ah merde, non, je peux pas dire ça. Donc, ouais, non. C'est pas grave, il en faut des films comme Mais bien ça. sûr. Puis c'est Et aussi- puis ça change aussi un peu qu'on soit pas d'accord complètement. Ouais, Voilà. puis c'est un peu la tonalité du podcast. Et là, du coup, vous en avez la preuve définitive, c'est qu'on ne sait jamais, sauf rares exceptions, ce que pense l'autre du film et on sait jamais ce qu'il va en dire, mais on sait rarement ce qu'il en pense. Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment quelques exceptions où on s'est dit là, faut qu'on dise faut que je te dise, par exemple, moi, ah non, mais là, mec, j'ai rien à dire sur le film. Oui, mais voilà. Et Mais... toi, tu me dises, bah moi non plus. Et du Exactement. coup, je comptais sur toi. Bon, bah on le fait pas. Bah non, on le fait pas. Non, Donc, mais donc, celui-ci, bon. moi, j'étais content de le faire parce que je répète, c'est un de mes bons souvenirs de l'année 2025 au cinéma. Oui, ça, quand t'avais vu la bande-annonce, quand t'es allé voir je sais pas quoi avec je sais plus qui. Voilà, c'est ça, exactement. absolument. Non, mais vraiment, c'est un bon souvenir de ciné cette année et je trouve pas que c'est une année cinéma incroyable. On terminera par faire une parenthèse là-dessus. Les chiffres le montrent. Le cinéma fait une année catastrophique en France. C'est pas. Et à l'exception de Kaamelott, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui aura marqué l'année cinéma. Mais même si Kaamelott a été un désastre en chiffres, Oui, c'est 2024, le Comte de Monte Cristo. ouais, c'est 2024. Ça permet d'ailleurs de faire un petit complément de KV2, mais le film a à peine dépassé les 1 million la semaine dernière. C'est une catastrophe. Coup dur pour Arthur. Là où il avait fait 2,5 millions sur le premier, il va finir à Enfin, même pour pas 1,1 Alexis. million. Donc voilà, pas sûr qu'on verra KV3 un jour au cinéma. Donc voilà. Bon, j'imagine que tu as d'autres à dire sur Mickey 17. J'en ai déjà trop dit, tu sais. J'ai tout donné Il là. a tout donné. Je me demande pas plus. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode de Noël. L'épisode de Noël et surtout le dernier épisode de notre année 2025. Voilà, Donc parce qu'après, on va prendre des petites vacances, mais on reviendra évidemment dès le là-dessus mois de janvier, au ne vous prochain inquiétez pas. épisode. Et on Allez. reviendra en janvier. Allez, À la semaine prochaine. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Je sais plus parler. À bientôt. À la semaine prochaine, salut. Ne passerez pas! Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Le putain. Je vous emmerde! Je rentre à ma maison! D'accord, faisons comme ça.